Constitution de la République démocratique du Congo, faut-il la changer ou la réviser? C'est la grande question à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Monsieur, bienvenue dans Invité qui reçoit aujourd'hui Monsieur Oscar Moubia. Il est coordonnateur de l'État de droit en marche et avocat au barreau de Lille en France, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, de votre invitation. Merci d'avoir honoré notre invitation. Je signale que nous allons également dire un mot sur le gouvernement souminois qui vient d'être publié. D'ailleurs, nous allons commencer par ce sujet. Comment vous avez accueilli la publication du gouvernement après beaucoup de temps? D'abord, quelle est votre appréciation sur, le profil de chaque ministre? Mais écoutez, avant de parler du profil de chaque ministre, ce qui ne relève pas de mon appréciation, mais beaucoup plus de celle du président de la République, parce que c'est lui qui, au regard de l'article 78 de notre Constitution, nomme le Premier ministre ou la Première ministre, en l'espèce Madame qui a été nommée, et puis elle nomme évidemment aussi le ministre. Ça, c'est l'appréciation souveraine du président de la République, mais on pourra en dire un mot. Par rapport à votre question, deux observations plus importantes. La première, c'est le temps que ça a pris et les gens se sont étonnés de cela, se sont en tout cas vus très embêtés par rapport au fait qu'il y avait eu considérablement du retard dans la sortie du gouvernement. Avant de parler justement du retard, c'est quand même un gouvernement pléthorique. On parle de 53, je pense, membres. Est-ce que c'est pas budgétivore? Oui, on va y revenir. Tout ça, c'est quoi? La cause de tout cela, c'est malheureusement notre Constitution qui ne correspond pas, évidemment, à nos réalités. La Constitution a fait quoi? Bon, vous prenez le retard lié à la sortie du gouvernement. Pourquoi il y a eu ce retard? C'est parce que l'on vous dit à l'article 78 de notre Constitution, le président nomme le Premier ministre et les membres du gouvernement au sein de la majorité parlementaire. Si telle majorité n'est pas identifiée, on nomme un informateur. À quel niveau la Constitution bloque? À quel niveau? Mais la Constitution bloque à ce niveau que, quand vous prenez notre régime, qui est le régime semi-présidentiel, c'est le président de la République qui nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre et des ministres. J'allais dire révoque, si je prends l'expression utilisée dans la loi fondamentale, ce qui est une vérité. Donc le terme réel, c'est révoquer. Maintenant, on se limite à ça. On a pu maintenant ajouter ce qui n'est pas repris dans la Constitution française qui a été imitée. Dans la Constitution française, on ne dit pas au sein de la majorité. Mais nous, on a ajouté dans la Constitution au sein de la majorité et on a dit qu'il faut identifier la majorité. Est-ce que cette majorité n'était pas déjà identifiée même après les élections, après la publication? On savait déjà quelle est la famille politique qui est majoritaire. Est-ce qu'il fallait forcément que l'informateur puisse prendre assez de temps comme ça? Parce que le président de la République a... Parce que déjà, après la publication des résultats, la CENI avait... Regardez, on savait que c'est la famille politique du chef de l'État, donc l'Union sacrée, qui est majoritaire. À son premier mandat, vous avez remarqué que le président de la République n'a pas tenu compte de tout ça. Il y a eu de la critique pour dire qu'il a violé la Constitution parce qu'il n'a pas respecté la lettre de la Constitution. À son deuxième mandat, il a voulu respecter la lettre de la Constitution. On lui dit, mais ça a trop pris de temps. Conséquence de ça, c'est... Au premier mandat, il avait nommé un informateur. Dans le deuxième gouvernement, après FCC, Cash et Consort, je crois qu'il y a un moment où on n'a pas pris tout ce temps-là. Donc, en tout état de cause, ce que je veux vous dire est que les ajouts constitutionnels pour dire on doit identifier la majorité, on doit nommer le formateur. Et le formateur, c'est un emprunt, un mimétisme de la Constitution belge qu'on a voulu remettre dans la Constitution congolaise alors que notre Constitution est d'inspiration française et cela a entraîné toute cette confusion. Normalement, en droit,
constitutionnel, institutionnel. L'on parle de faits majoritaires. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le président de la République, comme il est dit à l'article 78, il a le pouvoir discrétionnaire de nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement. Mais ce pouvoir-là est guidé par ce que l'on appelle fait majoritaire. Ça veut dire que quand il met en place un gouvernement, il tient compte lui-même de la majorité, de telle sorte que s'il n'a pas tenu compte de la majorité, au sein de l'Assemblée, le gouvernement ne sera pas investi. Mais on ne le dit pas dans la Constitution. Oui. On ne devait pas le dire dans la Constitution. Malheureusement, chez nous, on l'a dit dans la Constitution. Est-ce que cet argument selon lequel la Constitution a bloqué, a retardé les choses, n'est pas un argument justificatif du retard qu'on a connu? Est-ce que ce n'est pas une échappatoire, ça? Non, ce n'est pas l'échappatoire. Je vais vous le démontrer avec les débats actuels. Allez-y. Aujourd'hui, quel est le débat? On dit que le président de la République aurait violé la Constitution pour n'avoir pas respecté l'article 90 qui veut que la composition du gouvernement puisse avoir ce qu'on appelle la représentation nationale. Et l'on dit que la composition actuelle ne respecterait pas l'article 90 en ce que certaines provinces ne se retrouveraient pas, notamment celle dont on parle, celle de Maniema. Vous comprendrez que c'est une lecture littérale de la Constitution et les gens qui viennent vous dire qu'il y a violation de l'article 90, je crains fort qu'ils ne soient pas des juristes avertis et ils sont en train de faire une traduction littérale de la Constitution et je suis très peiné de constater que, vous savez le bien que je pense de notre président de l'Assemblée nationale, je suis peiné de constater que même lui-même, sûrement, cette fois-là, il faut regarder son cabinet. Comme lui n'est pas juriste, je crains que ses conseillers juristes aient compris aussi, comme tout le monde comprend, qu'il y aurait eu violation de l'article 90 parce que Maniema n'est pas là. Non. Alors, je rappelle quand même que le gouvernement a été publié, on va dire, presque plus de 3 mois après la prestation de serment du chef de l'État. On a dû beaucoup attendre. Est-ce que tout le temps pris dans la composition du gouvernement, les tractations, les discussions qui ont été tirées en longueur, ne sont pas la preuve que l'homme politique congolais n'a pas encore atteint sa maturité? Parce que, il faut le dire, il faut dire les choses de manière claire, ce qui était au centre de toutes ces discussions, c'était le partage du gâteau. Où était l'intérêt du peuple? Exactement. Mais pourquoi il y a le partage du gâteau? C'est parce que notre Constitution le favorise. Vous savez, les grands auteurs constitutionnalistes disent que chaque fois qu'un homme d'État interprète une disposition constitutionnelle, il pense d'abord à ses intérêts. Donc le droit constitutionnel, c'est un droit essentiellement politique. Et donc, quand vous avez maintenant des dispositions constitutionnelles comme l'article 90, qu'on l'on prétend avoir été violé, vous dit quoi? Vous dit qu'il faut tenir compte de l'équilibre. Vous comprenez? Géopolitique, oui. De ce que vous appelez géopolitique. 2. Nous avons un régime apparemment parlementaire. Et de sorte vous dites que, apparemment. Oui, je vais vous démontrer. Non, ce n'est pas un régime parlementaire. Oui. C'est un régime semi-présidentiel, oui. Mais dans un régime semi-présidentiel, c'est un régime qui a c'est un régime hybride. On a pris les aspects présidentiels, en l'espèce l'élection du président au suffrage universel. Ça, c'est un aspect présidentiel. L'irresponsabilité du président face à l'Assemblée nationale, c'est un aspect présidentiel. Et on a pris également un aspect parlementaire, oui. La possibilité que le Parlement renverse l'exécutif. Oui. Et l'exécutif qui est responsable devant le Parlement. Voilà, ça c'est l'aspect parlementaire. Oui. Et donc, quand maintenant on vous dit pourquoi on dit semi-présidentiel, la réponse a été trouvée en droit constitutionnel en disant que ça dépend de le tempérament du président en exercice. Pour ne pas prendre l'exemple étranger, quand vous prenez les sons des temps de Mobutu, c'est le temps dictatorial, parce que dans la dictature, on ne peut pas voir le tempérament des choses. Mais quand vous prenez la première république entre Kasavubu et Lumumba, vous avez vu que Kasavubu, qui avait l'air de quelqu'un de conciliant,
et Lumumba qui était l'homme imposant, vous avez compris qu'on avait tendance de parler plus du Premier ministre Lumumba que de Kasavubu. À ce moment-là, le régime a pris une tendance parlementaire et d'ailleurs ça a entraîné des problèmes pour que finalement Kasavubu puisse finalement révoquer Lumumba même quand c'était discutable. Quand vous arrivez sous Ilukamba et Tshisekedi, vous avez compris qu'il y a eu des conflits. Donc ça bouge. Mais là n'est pas le sujet, c'est pour dire que la tendance parlementariste ou présidentialiste, c'est en fonction du tempérament du président. Alors maintenant, Maître Oscar, vous êtes pour le changement ou la révision de la Constitution? Je suis pour le changement total de la Constitution. Pourquoi? Avez-vous décelé des faiblesses dans cette Constitution? Mais on était en train de parler de faiblesses. Oui. Et les faiblesses dont on parlait tout à l'heure, c'était la conséquence, c'était notre Constitution. Ce qui n'est pas l'avis de l'opposition. L'opposition estime que le changement de la Constitution n'est pas prioritaire aujourd'hui. Il faut régler la question du social, il faut régler la question de l'insécurité. Mais on ne peut pas régler la question du social quand on vous dit que le gouvernement doit tenir compte de la représentation nationale. Et la représentation nationale, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement qu'on doit prendre un ministre qui représente l'Équateur, qui représente les Kasaï. Pour vous, ça ne devrait pas être ainsi Non, mais c'est parce que c'est pour ça que je vous démontre que d'abord, un ministre ne représente rien. Un ministre, vous savez comment sous la Deuxième République, on appelait le ministre commissaire d'État. C'est un envoyé. Un ministre applique la politique nationale. Mais on ne peut pas dire qu'un ministre représente un coin. Seul dans un État, seuls les députés représentent la nation et les sénateurs représentent les provinces. Mais un ministre ne représente rien. Un ministre, il est nommé. Et quelqu'un qui est nommé... Il ne doit pas être ressortissant de... Comme le terme l'indique, ministre, ça veut dire... Ça vient du latin. Misere, envoyé. Vous voyez, il est l'envoyé de l'État et non pas l'envoyé de province. Maintenant, si vous dites que le ministre doit représenter les provinces... Vous pensez que cette manière de voir est une façon de voir qui est purement tribale? Dire que voilà, les ministres doivent venir de tel coin, tel coin, tel coin. Mais c'est totalement tribal. C'est pour ça ceux qui disent que... Et là, j'attire beaucoup plus l'attention du président de la République de ne pas céder au bruit que l'on attend pour dire qu'on aurait violé la Constitution, tout comme j'en attire aussi à l'attention du président Caméré, qui se laisse évidemment tromper par des analyses tronquées de juristes, en tout cas moyens, qui font une lecture littérale de l'article 90 pour dire qu'on aurait violé la Constitution. Non, allez-y au préambule de la Constitution, pour rejoindre ce que vous étiez en train de dire. Et au préambule de la Constitution, il est prohibé les régionalismes, les tribalismes, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a considéré, c'est à cause des tribalismes et des régionalismes, que sous la Deuxième République, le pays était tombé dans le chaos. Mais quand vous dites à l'article 90 que le gouvernement doit être le reflet de la nation dans ce que vous appelez équilibre géopolitique, je vous démontre que ce n'est pas possible. Déjà, vous dites, vous m'avez posé la question. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place, vous? Non. À la place, il n'y a rien à mettre. C'est un article qu'on doit neutraliser. Mais puisque nous ne pouvons pas aller dans la révision pour commencer à corriger les articles, je vous démontre que c'est une constitution des belligérants. Pourquoi des belligérants? Cet article-là, c'est de l'inspiration de Banyamulenge. Bon, l'opposition ne partage pas cet avis, mais je voudrais quand même lire la Constitution parce que vous avez la maîtrise du droit. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille en France, mais l'article 220 de la Constitution dit ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Vous, par contre, vous proposez le changement. Et pourtant, il y a des articles qui sont déjà verrouillés, et notamment celui relatif au nombre du mandat du président. Alors, il faut faire une distinction très rapide.
on parle de révision que quand on touche certaines dispositions. Oui. Et quand on touche les dispositions sans bousculer toute la Constitution, on parle de révision. Et quand il y a révision, c'est limité. C'est pour ça qu'il y a l'article 220 évidemment. Qui donne les Ici, il est question de la révision, oui. La révision. Mais la Constitution n'autorise même pas de réviser. Non, ça c'est la révision. Oui. Les débats ne se posent pas quand il s'agit de la révision. Mais parce que la révision se bute à la limitation. Parce que quand vous mettez en place la Constitution, vous avez deux types de pouvoirs. Le pouvoir dit originaire, c'est le premier pouvoir qui a rédigé la Constitution. Et puis qui en a fixé des limites de révision. Et vous avez maintenant le pouvoir dérivé, c'est celui qui vient réviser, mais dans les limites du pouvoir originaire ou le pouvoir constituant. Ça, c'est pour la révision. Mais le débat ici n'est pas en termes de révision. Le débat est en termes de changement de la Constitution. Quand on change, on n'est pas limité par la précédente Constitution qu'on est en train de déchirer. Et donc, quand M. Chadari vient vous dire, là, c'est une erreur scientifique. Il a dit que les conséquences seront incalculables, hein, si jamais... Non, ça, c'est des menaces inutiles. Ça, c'est des menaces. Et puis, moi, je préfère parler de lui comme scientifique. Parce que moi, je ne viens pas ici en politique et je ne suis pas politicien. Je viens pour éclairer notre peuple dans le cadre de mon ONG État de droit en marche. En quoi est-ce que, je vais vous poser une question, maître, s'il vous plaît. En quoi est-ce que le changement de la Constitution est prioritaire plus que la question du social? Aujourd'hui, on parle de l'inflation galopante, les prix des produits de première... Oui. En quoi est-ce que le changement de la Constitution est prioritaire par rapport au social des Congolais, par rapport à la situation dans l'Est du pays? Mais la situation de l'Est du pays, c'est ça qu'il faut changer la Constitution. Alors, deux choses. Ah bon? Deux choses. Oui. La première, vous dites en quoi le changement de la Constitution serait prioritaire par rapport au social. En ce moment. En ce moment. Oui. Mais en même temps, vous-même, vous dites que le ministre doit être le reflet de sa province. Alors, quand vous avez maintenant un ministre qui est au gouvernement, dès qu'il reçoit l'aide, par exemple, au développement, va-t-il orienter cette aide en sa province ou va-t-il orienter l'aide dans la province où on en a besoin? Je suis ministre de l'Équateur. Mais il y a la famine au Kasaï. Maintenant, je reçois l'aide des Japonais. Vous savez, on nous donne le maïs, comme on en avait donné à Kamitato. Bon, maintenant, on va envoyer ça dans ma province. Parce que quand on dit représenter la province, ça veut dire que je dois veiller aux intérêts de cette province. Ou je dois envoyer ça au Kasaï où on en a besoin. Vous comprenez que déjà la Constitution me bloque. Parce que je ne suis pas là pour la nation, je suis là pour ma province. Conséquence, puisqu'on va être... On les appelle ministres nationaux. Mais ça, alors pourquoi on a l'article 90 qui dit vraiment du n'importe quoi? Vous comprenez? Cet article 90 est en elle-même anticonstitutionnel, en ce qu'elle viole la philosophie de la Constitution qui prohibe le tribalisme et le régionalisme. Or, l'article 90 consacre le tribalisme. Ça veut dire que je suis ministre de Maniema. Non, un ministre n'est pas de Maniema. Un ministre est un ministre de l'État, commis d'État. Bon, voilà, vous avez déjà compris que déjà, cette constitution-là, par ce que vous appelez équilibre géopolitique, en d'autres termes, partage du gâteau, ça nous a pris du temps. Maintenant, moi, je prends le changement de la constitution et je prends le renouvellement pas de la classe politique, la prise en charge par le peuple, par lui-même, pour mettre fin au règne de ce que vous appelez les autorités morales. Est-ce que ce que vous prônez là ne sera pas de nature à mettre en mal la cohésion nationale? Parce que de l'autre côté, l'opposition ne partage pas cet avis. Elle considère que il n'est pas prioritaire aujourd'hui de parler changement de la Constitution. C'est pour ça que nous faisons confiance. On peut peut-être, d'après le PPRD, le secrétaire permanent du PPRD, Ramadan Chadari, on peut peut-être réviser certains articles, mais pas le changement de la Constitution. Parce que nous sommes pendant le temps des sièges. Mais je lui démontre pourquoi on doit changer la Constitution aujourd'hui. D'abord par rapport à la forme de l'État. Notre forme de l'État... Ce qu'il dit est vérifiable dans la Constitution. On ne peut pas procéder à la révision constitutionnelle quand on est en plein état de siège. Or, la partie est du pays est en plein état de siège. Monsieur ne comprend pas le débat national.
le débat n'est pas en termes de révision constitutionnelle, le débat est en termes de changement de la Constitution. Donc quand il dit pour changer la Constitution, il faut le coup d'État ou la révision, il dit faux. Parce que c'est vrai qu'il y a les changements liés à des changements brusques, coup d'État, révolution, mais il y a aussi le changement des régimes pacifiques. Comme le président de la République on est arrivé à l'alternance de manière pacifique, tout comme on peut aussi arriver à la révolution pacifique avec Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il a une grande légitimité. Et donc, je démontre à M. Chadari que quand on a quitté de la 4e République vers la 5e République, il n'y a pas eu guerre en France. Donc, ce qu'il dit est faux ou alors est vrai, mais de manière limitée. Ce n'est pas globalement vrai. Alors, donc moi, je suis en train de vous démontrer ici que notre forme de l'État, qu'est-ce qu'on a mis en place comme forme de l'État? D'abord, ce n'est pas dit dans la Constitution. Donc, notre Constitution ne se définit pas par rapport à la forme de l'État, mais toujours on nous dit, nous sommes un État unitaire décentralisé, de ce que vous avez appelé entité décentralisée. Alors, si nous sommes un État décentralisé, vous avez vu que les provinces sont gérées par le gouverneur. Je vous pose la question à laquelle je réponds moi-même, parce que c'est vous qui me posez des questions. Est-ce que les gouverneurs, les provinces, ça fonctionnait? La réponse est non. Sur 26 provinces, vous n'avez pas de provinces qui ont fonctionné. Pourquoi? Motion alimentaire. Parce que les gouverneurs, il y a eu instabilité des gouverneurs suite aux motions. Est-ce que le but dans le changement de la Constitution qui est prôné et qui fait débat n'est pas de s'éterniser au pouvoir? Est-ce que l'UDPS ne veut pas s'éterniser au pouvoir? Écoutez, avant de vous répondre à cette question, je vous démontre que je prends le changement de la Constitution, parce que nous devons déterminer notre forme de l'État, parce que retour sur expérience, la décentralisation n'a pas fonctionné, et erreur encore grave dans la Constitution, vous verrez que la répartition des compétences entre les entités décentralisées et l'État central s'est mis dans la Constitution. Alors que quand on met la répartition des compétences dans la Constitution, ça veut dire que ce n'est pas la décentralisation, c'est le régionalisme. Pour vous, le mandat présidentiel doit être de combien? Actuellement, c'est 5 ans. Je suis satisfait du mandat de 5 ans. 5 ans renouvelables une fois. Je suis satisfait du mandat de 5 ans. Et même s'il faut, je voudrais que nous pouvons même les réduire. Mais 5 ans, c'est suffisant. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ceux qui considèrent qu'il faut allonger la durée du mandat. Et je ne suis pas d'accord avec... Donc, vous prenez le changement de la Constitution, mais pour ce qui est du nombre de mandats, il faut que ça reste... Il faut le maintenir. Il faut maintenir 5 ans. Et je vais vous répondre maintenant à votre question. Je vous démontre la contradiction. Mais à quel niveau il y aura changement si on maintient les 5 ans? Non, mais le changement, ce sera que nous allons définir notre forme de l'État. Je prends la forme fédérale de l'État. Nous sortirons maintenant des problèmes. Donc ce sont là les nouveautés qui vont s'introduire. Voilà, je prends la forme fédérale de l'État. Ce que nous empêcherait, enfin ce que nous évitera les blocages inutiles entre le pouvoir central et les régions. Maintenant, on va vous dire... On est en train de chuter, allez-y, maître. Oui, je suis en train de chuter avec vous en répondant à votre question. Donc, je prends la forme fédérale de l'État, ce qui va nous éviter les conflits qu'on a connus entre la répétition des compétences entre le pouvoir central et les entités décentralisées. Donc, on doit se prononcer sur la forme de l'État, parce que cette forme de l'État, c'est assez très important pour que nous puissions changer dans notre constitution pour dire que l'État est propriétaire du sol et des sous-sols, parce que dans notre constitution, à l'article 9, on a dit que l'État assure la souveraineté. Et la souveraineté se perd, mais la propriété ne se perd pas. Donc tout ça, ça a été l'inspiration des belligérants pour nous prendre nos terres. Et ce qui explique le conflit de l'Est. Ce que vous dites n'est pas parole d'évangile. Hein? Laissez-moi finir mon raisonnement, vous allez me contredire. Constitution des belligérants, on sait qu'il y avait la société civile, on sait que toutes les couches étaient représentées à Sun City. Voilà. Écoutez, nous connaissons l'histoire. Le débat n'est pas cette histoire-là. Oui, maître. Voilà, le débat en ceci. Oui. Est-ce que vous pouvez penser raisonnablement oui. qu'un Congolais digne de son nom oui. puisse accepter qu'on cède les territoires congolais? La réponse est non. Voyez-vous? Alors, on a terminé l'émission en quelques mots, en moins d'une minute. Quels sont, selon vous, les défis qui attendent l'actuel gouvernement? Rapidement. Mais les défis qui attendent l'actuel gouvernement, parce que vous m'avez dit en moins d'une minute, laissez-moi en moins d'une seconde dire qu'en dehors de la forme de l'État, il faut changer le régime. Et donc, le régime et la forme d'État ne peuvent pas être changés sans changer la Constitution. Et ça ne peut pas faire l'objet de révisions. Ça, c'est pourquoi moi, je prends le changement. Malheureusement, l'État nous fait. Maintenant, quels sont les défis qui attendent le gouvernement? Oui. Rapidement. Premièrement,
c'est que nous voulons que ce gouvernement, n'est-ce pas, puisse répondre à ce que l'on appelle panier de la ménagère. Donc, répondre à un problème d'ordre social, qu'on ait à manger et à boire pour notre population, qu'on ait la santé pour notre population, que nos enfants aillent à l'école. C'est tout ce que l'on attend d'un gouvernement. Alors, voilà qui met fin à cette émission. Maître Oscar Moubia, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'État de droit en marche. C'est un parti politique? Non, c'est une ONG. C'est une ONG. Que nous allions plus vers la démocratie, oui, et que nous puissions lutter contre les tribalismes et les régionalismes que prône malheureusement l'article 90. Oui. C'est pour ça que nous disons que cet article 90 doit être neutralisé. Vous êtes aussi avocat au barreau de Lille en France. Madame, Messieurs, voilà qui met fin complètement à cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50.